Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. En fait, mon histoire va parler des maisons hantées. Quand j'étais encore au Cameroun, j'ai eu à prendre une chambre dans un camp. Et puis, quand je suis arrivée dans ce camp, j'avais constaté que le dernier locataire qui était dans la chambre que j'avais prise ne l'avait pas balayé en partant. Donc, j'avais juste trouvé des petites choses mortes au sol. Et dit, bon, c'est pas grave. Dans le camp là où nous étions, il y avait 3 studios et 3 chambres. Quand j'ai pris la chambre là-bas, j'ai passé la première nuit. Quand j'ai passé la première nuit, j'ai commencé à sympathiser avec les gens qui étaient autour. Et puis, il y a un des jeunes hommes qui était dans une chambre voisine à moi qui me pose la question de savoir, mais ma chérie, comment toi tu fais pour dormir là-bas? Il n'y a pas de problème. Je dis non, moi, j'ai pas de problème. Il dit, ah, ok, d'accord. En cette période-là, je travaillais. Quand j'ai fait une semaine dans cette maison, j'ai d'abord perdu mon travail. Et la deuxième semaine que je fais dans cette maison, un soir, nous sommes en train de causer entre locataires. En fait, nous tous, nous étions là. Et puis, là, c'est un autre qui me pose la question. Mais ma chérie, tu fais comment là-bas? Ça va? Tu n'as pas de problème? Je dis non, moi, j'ai pas de problème. Je dis, mais pourquoi vous me posez la question? Elle dit, ah non, non, ça va. Si toi, tu n'as pas de problème, ça va. 2 jours après, je commence à constater qu'il y a les insectes. À partir de 22 heures, il y a les insectes, il y a les bruits, il y a les cafards, il y a tout genre d'insectes. Je dis, ah, je paye l'insecticide, je mets, ça ne change pas. Après, je reste tranquille, je dis, mais tiens, si ces gens passent le temps à me poser des questions, ça veut dire que sûrement dans cette maison, il y a quelque chose. Le lendemain du jour, je mets dans l'insecticide. Nous sommes toujours en train de taper les commentaires parce qu'on avait l'habitude de se réunir presque chaque soir quand tout le monde rentre du travail. Étant donné que moi j'avais déjà perdu mon travail, donc moi je passais maintenant le plus de temps à la maison. Donc quand il rentrait, il me trouvait. C'est là où il rentre, que ce soir-là, on cause, je leur demande, mais tiens, je constate qu'il y a beaucoup d'insectes ici. Est-ce qu'il y a aussi ça dans vos maisons, dans vos chambres, etc. Il commence à rire. Je dis, mais moi je vous pose une question sérieuse et puis vous vous mettez à rire, pourquoi? Il me dit, ah, si ça a commencé, tant mieux. Je dis, qu'est-ce qui a commencé? On dit, ah, tu vas seulement voir. C'est là où l'autre dit, moi, il y a de cela 2 jours, je dormais, c'est le serpent qui est venu m'attacher. L'autre dit, ah, moi-même, il y a de cela 2 jours, je dormais, j'ai vu, il a appelé ça, en fait, c'était comme un totem. Donc, chacun sortait ce qu'il voyait. Je dis, ah, mais quand vous voyez ces choses-là, vous faites comment? On dit, ah, moi, je suis allé chez mon marabout, moi, je suis allé au village, je suis allé à gauche, je suis allé à droite. Et à moi de leur poser la question de savoir, mais est-ce que quand il y a ce genre de problème, on fait référence à cette catégorie de personnes? Moi, je pense que c'est Dieu qui est au-dessus de tout ça, c'est lui qui peut gérer ça.
Ce même soir, DMG, oh, quand je suis allée me coucher, premièrement, dans le rêve, je vois mon bailleur. Quand je vois mon bailleur, il est accompagné de 3 femmes blanches. Et dans le rêve, ces 3 femmes blanches sont en train de venir m'arrêter. Je leur dis donc dans le rêve que, ok, si vous voulez m'arrêter, venez donc on part. Venez on part. Je leur montrais la route d'aller ou chez moi. Il y a une qui s'est donc avancée plus rapidement que les autres pour dire que, bon, elle va mettre main sur moi. Oh, je lui ai donné une de ces gifles. Une gifle dont j'étais tellement fière, j'étais contente. Je dis, je l'ai appliqué une bonne gifle. Sur ce, les autres se sont arrêtés, ils se sont mis à me regarder. Et j'ai dit aux autres, non, 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 ne vous arrêtez pas, faut venir, on va. Faut me suivre. Vous avez dit que vous venez m'arrêter, non, faut venir. J'ai dit au bailleur que toi-même qui es derrière là, faut pas rester derrière, il faut venir avec tes femmes là, faut venir me trouver. Le matin du jour là, dès que je me lève, la première personne que je vois, c'est le bailleur. Je lui regarde, il baisse la tête, je souris. Le soir de ce même jour, on se réunit encore avec les locataires, on tape nos petits commentaires avant de dormir. C'est là où je leur explique mon rêve. Je dis que, ah, donc ta part c'est déjà à ce niveau-là. Il dit, ah, ok, donc c'est de ça qu'il s'agit. Je leur fais donc comprendre que, bon, moi, on m'a appris dans la vie que tu mangeras à la sueur de ton front. Cette maison, je la paye à la sueur de mon front. Et maintenant, je parle à haute et intelligible voix. Que ça soit le bailleur, que ça soit n'importe qui va encore se lever. Je dis que de jour, que de nuit. La gifle que j'ai donnée là, c'est petit. Donc, je vais tabasser, je vais écraser la personne copieusement. Et puis, on verra ce qui va se passer. Cette nuit-là, oh, les cafards, les souris, le toit, les toilettes bougent, les bruits. J'ai dit tout le monde, personne n'a dormi. Quand on se lève le matin, donc ils avaient pour habitude que quand ça commence fort comme ça, eux tous, ils fuient, ils partent se réfugier dans une seule chambre. Donc ils restent éveillés toute la nuit. Quand je me lève le matin et constate que c'est ce qu'ils ont fait, ils me demandent que, mais toi tu n'es pas venu comment? Il dit que venir pourquoi? Mais toi tu n'as pas eu peur, il dit que peur de quoi? Je n'ai pas peur de ça. Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas, je paye leur argent. Donc, et j'ai dit que si tentent encore de venir moi chez moi, eux et moi, ça va très mal se passer. Donc, quand je finis de parler comme ça, je sors, je partais à la boutique, je tamponne le bailleur. Dès que je vois le bailleur me dit, il faut sortir rapidement de ma maison, il faut sortir de ma maison. Il dit, ah, il faut sortir de ta maison. Il dit, oui, il faut sortir, il faut sortir. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je vais sortir de ta maison. Mais j'ai dit que si tu tentes encore de venir me chercher, je dis que de jour, que de nuit, je vais te taper copieusement et personne ne va venir t'enlever entre mes mains. Il me dit, j'ai dit, il faut sortir de ma maison, il faut sortir de ma maison. J'ai déjà compris, je vais sortir de ta maison quand je vais vouloir. Parce que pour l'instant, là, travail, je n'ai pas, argent, je n'ai pas, donc tu vas attendre. C'est comme ça que j'ai encore fait, je pense bien, 1 mois dans cette maison, je n'ai pas payé. Et puis, j'ai pu trouver une solution ailleurs. C'est comme ça que moi, je suis partie. J'ai laissé tout ce monde-là là-bas. Donc, c'était juste pour dire vraiment aux uns et aux autres, quand vous entrez dans une maison, il faut être attentif. Il ne faut pas simplifier ni le rêve, ni les petits insignes que vous allez commencer à voir. Il ne faut pas simplifier. Vraiment, il faut rester sur ses gardes. Donc là, c'était ma petite histoire que j'ai vécue personnellement. Likez, partagez, abonnez-vous. Bisous, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour, bonjour. Je n'ai pas l'habitude de le faire. J'aime pas parce que je trouve que ça enfreint un peu à leur vie aussi. Mais qu'à cela ne tient, je vais quand même te raconter cette histoire. Au mois de février, comme je travaille dans le domaine médical, j'ai l'un de patients. Alors celui-là, il arrive étant souffrant au niveau de ma structure. Pendant que
Il est là, on m'appelle, on me dit, voilà ton patient qui est amoché. Quand j'arrive, je le vois, je dis, hey, qu'est-ce qui ne va pas? Il a enflé, il a tête au pli. Il me dit, il m'explique que je ne sais pas, je me sentais un peu mal, je suis partie au centre de santé à côté pour me faire piquer, pour qu'on m'injecte pour que je me sente mieux. C'est comme ça que je suis sortie de là. J'ai dit, ok, c'est pas grave, on va se battre pour que tu te remettes. J'ai cherché à prélever, j'ai pas eu possibilité de pouvoir prélever parce que ses veines ne se voyaient plus, il y a tout blanc et la peau qui était sur lui. J'ai dit, ok, je suis sortie, je suis revenue après. Je n'ai pas pu toujours piquer, mais j'ai appelé quelqu'un d'autre qui a pu le prélever. Quand on le prélève maintenant, ses examens sortent, je trouve qu'il a plus de problèmes. Alors on décide de l'évacuer à l'hôpital général le lendemain matin. Le lendemain matin, quand j'arrive, je trouve on m'accueille en me disant qu'il est décédé à 4 heures le matin. Oula, ça m'inquiète un peu. Je dis que ouais, que ouais, le Seigneur devait l'aider parce que j'ai vu comment il n'était pas, il voulait vraiment vivre. Bon, ça passe. 2 jours plus tard, vers 16 heures, je suis en train de rentrer, je le croise. Je panique un peu. En fait, je panique un peu, je dis, ok. Néanmoins, je vais vers lui. En fait, néanmoins, il vient vers moi, pas que je vais vers lui. Il vient vers moi, il me tend la main, il me salue. On se salue tout beau. Je lui demande que c'est comment, il me dit ça va. Il me dit que c'est comment tu es en train de rentrer. Je dis que oui, je rentre, mon travail est fini. Il me dit que oui, je vais voir ma famille ici en haut. Hmm. Ça fait longtemps, hein. Toujours souriant. J'ai dit oui. Je pars. J'étais avec une collègue. Je me retourne, quand il part, je ne regarde pas mon derrière. En fait, je dis à ma collègue que ben, tu n'as pas vu le monsieur-ci. Le monsieur-ci qui est mort il y a 2 jours. Elle panique, devient, elle fait elle commence à agir bizarrement. Alors, bon, genre le lendemain, je dis, je viens voir une de mes collègues, c'était son oncle un peu éloigné. Je demande que vous avez mis son corps où? On me dit, on a mis son corps à l'hôpital central. Il dit, d'accord. Mais je l'ai vu hier. Ça alerte tout le monde. Il est là, en fait. C'était l'erreur que j'avais faite parce que j'ai pris la peine de dire, elle n'a pas manqué de dire à sa famille, oh, c'est comme ça que sa belle-fille est venue me voir pour me demander. J'ai dit que oui, oui, je l'ai vu. Bon, il a bonne mine, il va bien, il ne se plaint pas. C'est comme ça que euh, 2 semaines après, je le revois. C'est toujours la même heure. 16h, 16h06, 16h, entre 16h06 et 16h15. Toujours au même endroit. Il vient vers moi, c'est comment, ça fait longtemps. Avec tout le sourire. Il me dit, ok, je vais passer te rendre visite là-bas, dans ton service. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, je suis là. Il part. 2 à 3 mois plus tard, je le revois toujours à la même heure. Il me dit, je vais ici à côté et tout. Je sais donc, je dis, bon, je me dis que bon, il faut que j'aille vers son fils parce qu'il a fait juste un fils, un seul garçon, pour savoir quel est le souci parce qu'il traîne encore là. Il traîne là, il rôde là, il ne veut pas partir. Son fils me dit qu'effectivement, lui aussi, il voit son père toutes les nuits. Toutes les nuits, il voit son père, il veut parler et tout le reste. Entre-temps, donc, comme il m'a dit, il me disait qu'il devait venir me voir pour qu'on puisse parler. Bon, je me suis dit, je l'ai attendu, je ne l'ai pas vu. Mais une autre fois, je l'ai vu. Bon, là, j'étais dans une buvette, je le vois passer. Il me salue avec la main. Je le salue aussi. Donc, ce qui fait que il n'a pas encore trouvé la capacité, la possibilité de venir vers moi physiquement, comme il venait
pour qu'on puisse en parler parce qu'il a beaucoup de problèmes. Et selon ce que son fils me disait, il a trop de problèmes familiaux. Ils croient qu'on a dû le tuer parce qu'il a beaucoup de terre. C'est un héritier en fait. Et il n'a que fait un garçon qui est lui. Et il pense qu'il n'a pas encore trouvé la paix. Mais je ne suis pas allée vers eux déjà encore parce que justement il n'est pas encore venu vers moi pour m'expliquer. Il m'a dit il va venir. Ça c'est depuis février. J'explique les choses au mois de février présentement. Donc je ne peux pas me permettre et il faut savoir comment entrer dans ce genre de famille. Donc voilà à peu près une histoire avec un mort qui est encore là et qui tourne. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu te portes bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Likez, partagez, abonnez-vous. Je veux raconter l'histoire de mon boumou et de comment j'ai décidé de ne plus fréquenter les églises. Maintenant, je prie à la maison. Et le jour, je ne fréquente plus trop les églises comme avant. Maintenant, le jour où je veux, le dimanche où je me sens à l'aise, je pars à l'église. Le jour où je ne me sens pas, je prie ma chose à la maison. Dieu entend. On prie, la prière est bonne à tout moment. On peut prier partout et à chaque instant. Ce qui se passe, c'est que quand j'étais petite, on m'a surnommé au pasteur de l'église de ma grand-mère. Donc c'est mon boumbo. C'est comme ça que mon boumbo, comme on dit au quartier. C'est comme ça que deux fois je partais passer les week-ends là-bas et quand on arrivait à l'église, je partais toujours rester où ses enfants restaient et tout et tout. C'est comme ça qu'un jour, nous, on était à l'église. Il a dit à ma grand-mère qu'il faut que la grand-mère m'envoie le mardi, puisqu'il recevait les gens le mardi et le jeudi. Il faut que la grand-mère m'envoie mardi, il faut qu'il prie pour moi. Il a eu une vision sur moi et il faut qu'il prie pour moi. La grand-mère m'a dit ok. Le mardi, la grand-mère m'a demandé d'aller à l'église pour qu'il prie pour moi. Je suis arrivée, je suis entrée dans son bureau, il m'a demandé de me mettre à genoux. Je me suis mise à genoux. Il m'a imposé les mains. Lorsqu'il m'impose les mains, il commence à prier. À un moment, j'étais petite, je devais avoir peut-être les trucs de 7 ans. Quand il m'impose les mains, à un moment, j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux, je vois comme quelqu'un qui est assis derrière avec un habit, une robe, une longue robe noire avec la capuche sur la tête. Il dit, l'autre, je reste tranquille. Il finit de prier. Quand j'ai vu ça, j'ai encore fermé les yeux. Après, j'ai encore ouvert les yeux que peut-être j'ai mal vu. Je vois encore la personne. Donc, la personne était là jusqu'à ce qu'il finisse la prière apparemment. Je reste tranquille. Il finit de prier pour moi. Je rentre à la maison. J'explique ça à la grand-mère. Quand Bomo priait sur moi, patati patata, c'est comme ça que ça se passe. La grand-mère dit, les choses des enfants. Oh, tu fais à la sorcellerie, les mauvais esprits. Vous connaissez nos parents. Oh, les mauvais esprits. C'est comme ça que on est passé sur cette histoire. Une autre fois, même chose, il demande à la grand-mère de m'envoyer encore prier. Il va prier sur moi. Quand j'arrive là-bas, la même scène se reproduit. Quand la même scène se reproduit, je me mets à genoux, il prie. Mais cette fois-là, moi-même, je me dis en moi-même que quand il va commencer à prier, comme on a dit que c'est la sorcellerie, il faut que j'ouvre encore les yeux pour voir ce qui se passe souvent. Ce qui s'était passé la dernière fois. Si c'était vraiment, si je suis vraiment sorcière, comme on dit que je suis sorcière. Il commence à faire la prière, il fait la prière, il fait la prière.
À un moment, j'ouvre les yeux, je revois la même personne placée derrière lui, avec la capuche noire. Il finit de faire la prière, il finit de faire sa prière. Je referme les yeux quand il a déjà fini. Je me lève, je rentre, je redis encore à la grand-mère la même chose que j'ai vu. Ce que je t'avais dit l'autre fois là, que j'avais vu quand il priait. J'ai encore vu ça aujourd'hui. La grand-mère me dit, caca. C'est comme ça le diable qui est en train de vouloir t'utiliser. On reste tranquille. Mais néanmoins, j'ai commencé à boycotter l'église puisque j'avais une de mes tantes à la maison qui allait dans une autre église. J'ai commencé à aller avec ma grand-mère, avec ma tante là. Je ne restais plus, je ne venais plus à l'église de mon bonbon. J'ai commencé à aller à l'église avec ma tante qui allait dans une autre église là. Maintenant, le temps est passé et tout. Je suis tombée enceinte de ma première fille. Lorsque je tombe enceinte de ma première fille, on m'envoie chez la grand-mère en fait. Quand je suis chez la grand-mère m'envoie là-bas, chez mon bonbon, pour qu'il prie pour moi, puisque j'étais en fin de grossesse, pour qu'il prie pour moi et tout. Au début, j'ai d'abord refusé. J'ai tourné peut-être 2 semaines. La grand-mère faisait que me demander chaque jour que tu es parti. Elle dit que non, je vais partir. Finalement, un jour, elle m'a arrêté la main. Par force, on est parti. Nous sommes ancrés. Arrivé là-bas, nous sommes ancrés dans le bureau. Je suis ancré dans le bureau avec le pasteur passé. Quand il priait, quand lui, il prie sur toi, il doit être là avec toi. Vous devez être à 2, vous finissez de causer parce que, soi-disant, la vie privée, c'est ce qu'il disait. On doit aussi se confesser, les trucs comme ça. C'est comme ça que nous sommes dans son bureau à 2. Il m'impose les mains. Avec ma conscience de grande personne, puisque j'avais déjà 19 ans. Donc, je me dis, puisque peut-être que ça m'arrivait quand j'étais enfant, c'était les trucs des enfants. Maintenant que je suis grande, il faut que j'essaye de voir si ce que je voyais, c'était ça. Je me mets, je commence à prier. Je prie, il pose sa main sur ma tête, il commence à prier. Quand j'ouvre les yeux, parce que je me suis dit que je vais ouvrir les yeux et voir si ce que je voyais. Quand j'ouvre les yeux, je revois la même personne assise. Bon, je ne sais pas si c'est la même personne, mais je vois quelqu'un derrière lui, capuche, robe noire, capuche, la tête baissée avec les mains croisées. Assis il y avait comme un trône. Donc dans son bureau, il y avait au fond, vers le mur, il y avait comme un trône qu'on avait posé. Et maintenant, un peu devant le trône, c'est là qu'il a mis son bureau, sa chaise et la chaise des étrangers en face. Comme ça que je vois ça. Avec la peur. Quand tu es à grande, quand tu vois encore ça, tu vas seulement avoir peur. J'ai donc sursauté. Quand il sursaute, il m'appuie bien la tête. Il prie. Dès qu'il finit de prier, je me suis levée. Je suis rentrée. Elle dit dans mon cœur que si elle dit encore ça là à la grand-mère, elle va dire quoi? Que la sorcellerie, la sorcellerie, le diable qui voulait m'utiliser, qui était petite là, même maintenant il m'utilise. J'ai dit à la grand-mère que comme ça, j'ai encore revu la même chose que je voyais souvent quand j'étais petite. La grand-mère dit que peut-être que ce sont les hallucinations de la grossesse, patati patata. Tu sais, quand nos parents là, ils sont dans les églises, ils ont mis leur tête là que c'est le pasteur Dieu, c'est le pasteur ceci, c'est le pasteur qui est monté, c'est le pasteur qui est descendu. Tu ne peux rien dire contre son pasteur. Elle va chercher à te raisonner. C'est comme ça que j'ai pris ma décision, que moi encore mettre mon pied là-bas. Même mon corps ne va pas arriver là-bas. C'est comme ça que je suis partie, j'ai accouché dans les bonnes conditions. Maintenant, dans mes balades, dans ma vie de jeune fille, j'ai loué une maison
J'ai loué un studio, j'ai commencé à vivre là-bas. Maintenant, il y avait une voisine dans mon camp. Donc, les Congosas des femmes, pendant qu'on lave les habits, puisque le puits était devant ma porte et où on lavait les habits, c'était devant chez moi. Le Congosas des femmes, comme ça, ils sont en train de faire le Congosa. Moi, je suis à l'intérieur, puis j'entends comment elle sort le nom de mon nom. Donc, elle ne savait pas que je m'appelais comme ça, puisque moi, je ne causais pas avec les gens au quartier. Je ne causais pas, personne ne connaissait, même mes voisins ne connaissaient même pas mon nom. On m'appelait toujours la mère de telle, on ne connaissait pas mon nom. Je suis dans les causeries, là, les histoires des pasteurs, là, les gens qui vont même dans les églises, oh patati patata, oh, il y a un pasteur tel qui a été mon voisin, patati patata. Je reconnais le nom de mon bonbon. C'est comme ça que je sors, je ramasse le banc, je prends place, je sors quelques habits que oh, je n'ai pas aussi trop laver les habits. Elle commence à raconter l'histoire que pasteur tel, je ne sais pas, je ne suis jamais arrivée dans son église, mais ce qu'il faisait souvent au camp, je ne sais pas ce qui se passait dans son église. Apparemment, deux fois, il sortait nu dans son camp, il commence à faire les incantations derrière, où les gens lavent, où les gens sèchent les habits. Une fois, on l'avait attrapé là-bas dans son camp, il était en train de faire les incantations dehors et tout et tout. Donc elle a fini de raconter ça et c'est là que ça me revient en tête que les choses que je voyais là, comme me disait que le diable est en train de m'utiliser. Donc c'est ça, donc c'était que c'est un rich man et qu'il est là pour utiliser les étoiles des gens parce que j'avais remarqué que dans l'église là, quand tu arrives, tu es bien. Parce qu'il y avait une famille là, ils sont arrivés, ils étaient bien, ils avaient la voiture et tout et tout. C'était les bobos comme on dit. Mais au fur et à mesure qu'ils sont restés dans l'église, là, ils sont devenus pauvres à un niveau qu'on ne comprenait pas marcher à pied. Quand les enfants là sont arrivés avec leur grand-mère, vous connaissez les enfants des bobos. Même la peau te dit que ça c'est l'enfant d'un bobo, que ses parents ont quand même l'argent. Ils sont devenus plus pauvres même que nous qui sommes arrivés là-bas pauvres. Et il y avait beaucoup de cas comme ça dans cette église-là, mais ils étaient toujours là. Jusqu'à maintenant, même, je connais une dame qui part toujours là-bas. Elle marche à pied. Elle habite en Kolfoulou. Elle quitte en Kolfoulou pour aller à Etoameki, à l'église. À pied. Elle quitte dans Kolfoulou. Quand ils ont culte, elle se lève tôt. Elle marche dans Kolfoulou où elle habite à pied jusqu'à Etoameki pour aller à la messe. Je reviens à mon histoire. C'est comme ça que quand la femme s'est finie de raconter ça comme ça, j'ai plié mon doigt. Moi, j'avais pris la décision que l'église et moi, c'était bon. Maintenant, je prie à l'église. Je prie à la maison. Je ne suis plus moi dans les histoires des églises où le prophète est monté, le prophète est descendu. Moi-même, je suis mon propre prophète maintenant. Puisque dans la Bible, on dit que nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ça veut dire que toi-même, tu peux être ton propre prophète. C'est ce que tu dis, tu déclares dans ta vie, de ta propre bouche, qui va s'accomplir. Si tu dis qu'il sera un bandit, tu seras un bandit. Si tu acceptes que quelqu'un prophétise dans ta vie et tu peux te placer, ça veut dire que tu lui donnes l'autorisation dès que Dieu est décidé sur toi. Pardon, la voiture est en train de passer. Et prophétiser sur toi. C'est comme ça que quand on m'a dit tout ça, d'abord j'avais appris ma décision que je n'ai pas pu. Moi, les églises maintenant, c'était bon. Je prie ma chose à la maison. C'est comme ça que je tombe maintenant enceinte de mon fils. Je marche aux environs de 20 à la totale, avec les envies de grossesse. Je n'ai pas cherché le poisson braisé à la totale. Le poisson braisé et les prunes. C'est comme ça que je crois, je le vois. Donc c'est lui qui me voit. Il est dans sa voiture garée là à la totale. Il me voit, il m'appelle, il me dit que il veut me parler. Il veut me parler. Oh, il faut qu'il prie pour moi. Je lui ai dit que papa, je ne peux pas venir dans ton église. Je persévère déjà dans une autre église. Il me dit qu'il est mon père spirituel et il faut que
Il prie pour moi. Il dit que papa, tu n'es pas mon père spirituel. Je n'ai pas été baptisé dans ton église. Tu n'es pas mon père spirituel. Donc, je ne peux pas venir prier pour que tu pries pour moi, maman. Le même rêve 4 fois. Donc, quelqu'un va m'imposer les mains 4 fois. Je vois toujours la même silhouette. Que ça veut dire que c'est moi-même, je me lève. Je n'ai pas donné ma vie. Que prends-moi un sacrifice. Prends-moi un sacrifice. Non. Donc, quand il m'a dit il fallait que je parte, il prie pour moi. Je lui ai dit que papa, je ne peux pas venir pour que tu pries pour moi. Et les histoires qu'on pose encore les mains sur les têtes, là, je ne suis même pas là. Quand moi, je pars même dans une église et qu'on vous pose les mains sur la tête de mon enfant, il refuse. Je refuse. Tu pries là-bas. Si tu veux, tu tends la main, ça ne touche pas mon enfant, mais tu pries là-bas. Lui aussi, il est ici. Si tu veux prier sur moi, tu arrêtes mes mains. C'était bon. Ou alors tu pries là-bas, je prie ici. Chacun prie dans sa bouche. Tu ne me touches pas, tu ne touches pas mon enfant. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire. C'est une histoire qui m'avait été racontée suite à un événement malheureux que j'avais vécu au Cameroun. En fait, cette année-là, arrivé au Cameroun, nous avions décidé de faire un peu de tourisme. On se disait Douala, Krébé, Limbe. Et nous avons alors commencé le voyage. C'était moi, mon mari, l'enfant, ma maman, ma petite sœur et le chauffeur que nous avions loué pour l'occasion. Arrivé quelque part, on nous avait donné du poisson qu'on avait mangé. Et ce qui aurait dû attirer mon attention, c'était le fait que mon enfant avait refusé de manger ce poisson-là. Je vous assure, l'enfant adore tout ce qui sort de l'eau. Gambas, calmar, poisson, tout ce qui... L'enfant, là, vraiment, son motto, c'est « Tu nages, je te mange ». Il te voit entrer dans l'eau, il te mange. Ou sortir de l'eau, je vais dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'enfant avait refusé de manger. Au point, je prends même le plantain, je mets un peu sur la sauce du poisson. S'il te plaît, mon chéri, mange, parce qu'avec tous les mouvements et tout ça, tu as sûrement faim. L'enfant refuse. Heureusement, sur le chemin de l'hôtel, on avait trouvé une boulangerie, on avait pu lui prendre ses yaourts, ses gâteaux. Arrivé dans l'hôtel, on se couche, tout le monde dans sa chambre dort. La famille, si je peux vous décrire, si je vous dis que je peux vous décrire la douleur qui était venue me chercher dans le monde des rêves là, pour me dire que mamie, réveille-toi un peu, tu viens vérifier ce qui se passe sur ton corps là, dans le monde des vivants là, je vous assure. Si je vous dis que je peux vous décrire cette douleur là, je vous mens. C'était pire que la douleur de l'enfantement. Le style de douleur, à un moment, tu dis seulement que papa God, pardon, viens me chercher, je n'en peux plus. Les vomissements, aller au WC. Mon Dieu, c'était grave. Cette nuit-là, je crois que j'avais perdu plus de 20 kilos. Moi, j'étais sûre que non, le lendemain n'allait pas nous trouver. On allait voir une famille, toute une famille décimée et tout ça. Si l'enfant avait mangé, c'est que franchement, on parlerait de lui aujourd'hui au passé. Voilà alors que ma petite soeur aussi m'appelle, pardon, viens, maman va seulement mourir ici, viens, je me traîne dans leur chambre, je me rends compte que pareil. J'appelle alors le chauffeur me disant que l'enfant de Trouille, peut-être qu'il est dans un sale état là-bas, en plus, il est seul dans sa chambre. Je l'appelle aussi, alors le gars remonte là, bien pimpant et tout ça. Mon frère, c'est comment? Il dit que non, madame, mais hey, est-ce qu'on voyage comme ça? Moi, je croyais que comme on était avec maman, elle s'occupe de vous. Mais est-ce qu'on mange comme ça, madame? Le gars sort de son sac, de sa sacoche, une écorce. Il avait une écorce et une cola. Le style, c'était un gros truc. C'était pas une cola, c'était quelque chose comme une cola. Et c'était dur, un peu comme une cola rassis. Vous voyez un peu le genre là. Le gars dit non, mais madame, partout où je pars, même c'est pour boire avec mes amis, je coupe un peu l'écorce si je mâche. Et puis quand j'ai terminé, si je sens peut-être que quelqu'un a essayé quelque chose là, je râpe le truc, si je mets dans l'eau, j'avale rapidement, ça coupe tout. Je dis pardon, le gars nous donne ce qu'il nous a donné, ce qu'il a à nous donner, et puis après on l'envoie en pharmacie, prend les médicaments. Fallait nous voir boire les médicaments la famille. Ce n'était plus qu'on va prendre une cuillère, tu prends 2 cuillères. On buvait seulement directement la bouteille. Heureusement, Inch'Allah, le lendemain matin, tout allait bien. Donc la famille, je vous assure, on n'a pas su. Bon, on n'a même pas cherché. À l'époque, je n'étais pas trop spirituel ou bien, donc je ne peux même pas dire qu'est-ce qui s'était passé. Mais nous avons mangé du poisson à 2 endroits différents. Voilà alors la famille, quand nous racontons alors cette histoire-là, c'est un ami alors qui nous raconte son histoire. Qu'est-ce qui s'était passé? Lui, il était allé pour un deuil, deuil funérail, un enterrement rapidement suivi de funérailles.
Arrivé alors, c'était à l'ouest, dans le village de sa maman. Arrivé alors là, tout se passe bien. Le soir, le dernier soir, non, le style, les mamans sont en train de nettoyer les cousines, les jeunes cousines sont en train de nettoyer la maison, nettoyer la cuisine, tout ça, vider les trucs. Il fallait tout mettre au propre parce que très tôt le matin, là, chacun prend sa direction. Le gars, alors, lui, décide avant un de ses cousins d'aller un peu marauder au village. Donc, ils allaient de concession en concession, aller saluer à gauche, aller causer à droite et tout ça. Ils reviennent très tard. Arrivé, il y avait une partie dont les parents étaient il dit que les parents étaient dans le salon en train de taper les derniers Congossa du deuil, non? Certains cousins étaient allés dans les chambres, tu vois, un peu de reposer tes os, pendant que d'autres étaient au niveau de la terrasse en train de détruire avec leur bouche. Donc, bon, il faisait le Congo ça. Le gars vient alors, il s'assoit. Une de ses cousines vient et lui tend un plat. Il dit, hey, c'est quoi, vous m'avez pas oublié? Il dit que non, on a tous mangé là et tout ça. Il y a tata telle qui a gardé ton plat. Quand elle a entendu ta voix, elle m'a demandé de venir te servir. Le gars prend le plat, il avait même faim d'abord parce que vous savez, tu bois à gauche, tu bois à droite, partout tu prends, on te donne à boire. Donc, le gars, il dit seulement que il n'a même pas trop réfléchi, alors que généralement, il fait attention, que ce soit deuil, que ce soit mariage. Il sait que là-bas, il faut faire très attention à ce que tu mets dans ta bouche et qui te le donne. Le gars prend seulement le plat, il tire un bang là, il pose, ils sont dans les commentaires. Il prend la cuillère, plonge dans la nourriture, il veut rapprocher la cuillère de la bouche, la cuillère tombe. Il ramasse discrètement là, il essuie la cuillère. Il dit qu'il plonge deuxième fois, il dit reste, la cuillère tombe encore. Il dit, hé, il essaie la troisième fois. La troisième fois, c'est même tout le plat qui a failli tomber. Il se demande, mais c'est quoi ça? Le gars se lève, il prend le plat, il part vers le salon, il fait signe à son père de le suivre. Son père le suit derrière la maison. Arrivé là, il explique la situation à son père, que papa, voici ce qui est en train de se passer. Son père dit quoi? Ok. Son père dit, oui, le ndindim, donc le jujube. Le jujube, tu l'as sur toi, oui. Prends en compte tel nombre de graines. Son père prend aussi, il parle aux ancêtres. Il mange. Et il dit que son père a craché sur... Donc, le jujube là qu'il avait mâché non, dans ses mains, a essuyé sur son visage en parlant, un peu comme s'il le frottait, un peu comme s'il le frottait avec ça. Il a parlé et il a pris le plat, il a jeté derrière les plantes, derrière les fleurs, discrètement là. Il a dit, ok, on reste un peu ici et puis après tu vas aller poser ton plat vers la terrasse là. Donc, on ne doit pas savoir que tu n'as pas mangé, mais à partir de ce soir, tu ne manges plus rien, à part peut-être prendre une bouteille d'eau. Il y a la palette d'eau là-bas, je vais aller te prendre une bouteille, je vais te donner. C'est ce que tu vas boire, tu surveilles. Mais si tes yeux quittent la bouteille, là, ne bois plus. Tu as compris? Il dit oui, papa. Il dit que ce jour-là, il était, vous savez comment toutes les images de toutes les histoires que des autres personnes que vous entendez, vous vous dites que, mais attends, donc l'affaire c'est souvent sérieux. Ce que j'entends souvent, est souvent sérieux. Le soir, là, donc, vers les 1h, il dit qu'ils sont allés se coucher très tard. Il va dans la chambre, il ne voulait même plus marcher, ça, il était avec ses cousins maintenant. Ils vont alors dans l'une des chambres qu'on avait données aux garçons. Il se couche là sur son matelas. Il essaye de dormir. En pleine nuit comme ça, quelqu'un est en train de cogner à la porte et on l'appelle. Le gars reste, il sait bien qu'il ne faut pas répondre quand on t'appelle comme ça. Donc le gars se lève directement. Il dit qu'il regarde son téléphone. Il est presque 3 heures du matin. Qui est en train alors que on va dans 1-2 heures comme ça, on va se lever, s'apprêter pour partir. Qui est en train d'appeler en pleine nuit comme ça? Il se lève, il ouvre la porte, il trouve sa tante. La fameuse tante qui avait gardé son plat de nourriture là. La même tante. Elle est là. Ah, pardon. Tu sais, comme le matin, là, quand on va se lever, il y a trop de monde, il y a seulement 2 toilettes, là. On va se bousculer. Je n'ai pas envie de me bousculer. S'il te plaît, va dehors, tu puises l'eau, tu me mets aux toilettes, je vais me laver. Elle dit ça, elle tourne le dos, elle part. Elle ne laisse même pas le temps de demander que, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il regarde la femme partir, il dit, hé, la fille, comme si c'est comment? Il se dirige alors vers la cuisine parce qu'il dit que la porte, c'était la porte de derrière. Et il dit que le soir, chez eux là-bas, le soir, ils arrêtaient le forage. Avant d'aller se coucher, ils arrêtaient le forage. Alors, pour pouvoir, donc il n'y avait plus l'eau dans les robinets. Il y avait l'eau seulement dans les grands fûts à l'extérieur, derrière la cuisine là, à l'extérieur. Le gars dit alors que lui, il est en train de se diriger comme ça vers la cuisine. Je prends un seau, je pars dehors, je puise l'eau et je viens mettre dans les toilettes.
Quand que je lui ai demandé que mais mon frère, attends, ce sont les effets de la boisson. C'est how? Tu es en train d'aller puiser le sucre. Le gars dit, hey, qu'est-ce que je suis en train de faire comme ça? Il va alors vers le salon. Il y avait d'autres personnes qui dormaient là. Les matelas j'étais un peu partout. Il y a un des cousins du village, l'un des enfants là qui vient souvent balayer la cour et voir que si tout va bien à la maison. Il appelle un peu l'enfant que, pardon, viens un peu. Quand l'enfant vient, il l'amène à la cuisine, dit que prends le seau, tu pars puiser l'eau, tu vas déposer aux toilettes, s'il te plaît. D'accord, je vais prendre mon bain très tôt là-bas, tu déposes. L'enfant prend aussi, dépose. Quand il entend l'enfant entrer aux toilettes et déposer le seau, lui, il était dans la chambre. Il attend un peu. Après, il entend quelqu'un d'autre avancer. Il se dit que ce doit sûrement être la tante qui est en train d'aller prendre son bain. La porte des toilettes se referme, démontrant qu'elle est sûrement à l'intérieur. Puis après, la porte des toilettes s'ouvre. Elle sort là. Elle est en train de marcher au couloir. Vraiment, vraiment, voir les enfants. Les enfants, quand on les accouchait, même c'est nous qui allons masser leur maman. Maintenant, manque de respect. Parce qu'ils volent déjà dans l'air là. Ils volent déjà dans l'air, dans Bamileke. Donc, j'étais en train de traduire, ils prennent déjà l'avion. Comme ils prennent déjà l'avion là, il manque de respect aux gens. Franchement, voilà les enfants qu'on a élevés, voilà les enfants qui ne nous respectent plus. Elle parlait. Une autre porte s'ouvre, c'est apparemment une des mamans qui sortait, demandait que mais c'est quoi en pleine nuit, mamie, tu ne dors pas. Donc, après, le bruit s'est arrêté. Le gars dit qu'il n'a plus pu dormir. La peur. Il se disait seulement que il dit que mais je pouvais, non, comme ça, la femme là venait par l'acheter, me faire quelque chose dans le rêve. Moi, je ne pouvais plus. Déjà, là, tu vas dormir comment? Le lendemain matin, très tôt, il n'a même plus voulu se laver. Il dit que quand je me suis levé, j'ai pris mon matelas, j'ai mélangé avec les dons du matelas pour dire que peut-être il ne faut même pas qu'elle sache avec ce quel matelas je dormais. J'ai pris la couverture, j'ai secoué dehors, j'ai secoué la couverture là, je te jure. Il ne fallait même pas que quelque chose de moi reste dans la maison là. J'ai prié. Dans la voiture, alors, il raconte ce qui s'est passé à ses parents. Heureusement, son père était en train d'aller vers son village à lui, donc le village paternel. Le père dit que ne t'en fais pas. Avec ce qu'elle a essayé hier là, si elle a encore essayé aussi avec te demandant de poser l'eau pour elle aux toilettes en pleine nuit là, non, ça veut dire que la femme lui avait quelque chose qu'elle te réservait. En tout cas, moi j'ai déjà appelé. Donc le papa, quand ils arrivent au village du papa, le papa va aller appeler le chef de famille de le chef de leur famille à eux. Le papa là les attendait. On a amené le gars chez une mine ici, dont une voyante. Et la voyante, quand elle fait les constatations, elle dit que la femme là, apparemment, elle a un contrat et c'est ton nom qu'elle avait posé dessus. Il faut qu'elle te livre. Donc, c'est ce qui est en train de se passer là. Et sache que même quand tu arrives à Douala, là, elle va vous suivre. Elle s'est rendue compte que ça bloque. Donc, il faut absolument qu'elle te livre. Il faut absolument, sinon c'est elle qui part ou un de ses enfants. Donc, il faudra qu'on te fasse certains lavages et tout. Donc, il dit qu'on lui a fait les lavages à la rivière. La main ici, là, lui aussi fait certains trucs et lui a donné certaines choses pour se laver une certaine période là. Arrivé alors à Douala, le gars dit que le lendemain, donc du style, tu arrives la nuit, tu arrives en pleine, bon, presque le matin à Douala, le soir, la dame a atterri. C'est que comme tu vas partir là, comme on va plus se voir là, je venais aussi à Douala pour faire quelque chose là, j'étais apporté, voilà le pistache, les arachides, je sais plus, il disait, il a apporté un sac là, voilà les trucs que je t'ai apporté. Bon, moi je passais seulement, hein, je m'avais fait ce que j'ai à faire là, comme on n'a pas eu le temps de bien parler pendant le deuil et tout ça, elle s'est un peu embrouillée, elle est partie. Dès qu'elle a tourné le dos, le père du gars dit que portez le sac là, allez me jeter ça dans une poubelle. Même pas la poubelle du quartier, c'est aller dans le quartier voisin, me jeter ça dans une poubelle. Personne n'ouvre ce sac maudit là chez moi. Donc voilà comment le gars, quand il voyage sa chose, il entend plus tard dire que la fameuse tante était à l'hôpital, elle agonisait. Elle était allée au champ, on l'a retrouvée tombée là-bas, écroulée dans son champ. Et elle est, bon, aujourd'hui elle est décédée bien sûr, donc lui il a seulement su qu'elle agonisait, mais apparemment, elle n'a pas confessé. Mais vous savez comment sont les familles avec les secrets. Même si elle a confessé, ses membres, les gens de sa famille vont sûrement cacher aux autres, comme ils font d'habitude. Alors la famille, prenez soin de vous. Faites attention quand vous allez dans les deuils, les mariages et tout ça. N'allez pas rire, boire et vous oubliez. Faites très attention. C'est là-bas qu'on cible les gens. Passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMGTV, bonsoir à la famille DMGTV. C'est encore moi, une haïtienne parmi vous.
Et encore une fois, excusez-moi pour mon français parce que c'est pas ma langue maternelle. Aujourd'hui, j'ai une petite histoire à vous raconter, mais cette histoire, c'est mon histoire à moi. Lorsque j'étais plus jeune, genre entre 11, 12, 13 et 14 ans, je me rappelle que mon papa et mon père, et pendant l'été, ils m'envoyaient, moi, ma mère et moi, à la campagne. Genre, on appelle ça dans les provinces, là où dans les provinces de chez nous, excusez-moi. Et c'était pour les vacances. Genre, on passait 3 mois, ma mère et moi, à l'extérieur de la capitale. Voilà. Et mon père, lui, c'est quelqu'un qui est très pointilleux et tout. Donc, il disait tout le temps qu'il veut pas que j'aille tout seul chez mes grands-parents et tout. Et que ma mère doit toujours m'accompagner. Et moi, étant jeune, préadolescente, je posais tout le temps la question, ah, papa, pourquoi tu veux pas que j'aille toute seule? Je suis une grande fille, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je peux me protéger et tout. Mais il disait tout le temps non, 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 non. Je comprenais pas. Mais c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte pourquoi il disait tout le temps non, qu'il veut pas que j'aille à la campagne toute seule. Voilà. Puis en été, ma mère et moi, on s'est rendu chez nos grands-parents. Et voilà, un jour, pendant que j'étais à la campagne, il y avait un monsieur, un jeune homme. Mais ce jeune homme, c'était un brigand. Quand on dit brigand, c'est quelqu'un qui était tellement impulsif. Il respectait pas les vieillards, il respectait pas les gens qui sont plus âgés que lui. Il se, il se battait tout le temps avec les autres, il injurait les autres et tout. Et un jour, il a eu une maladie. La maladie, c'était une maladie mystique. Mais on ne savait pas qui on lui a fait ça. Voilà. Puis, moi, je devais me rendre chez les grands-parents du côté maternel parce que on était j'étais chez mes grands-parents paternels et je devais me rendre chez mes grands-parents maternels. Et il y a un grand carrefour là où je devais passer. Et ce grand carrefour, c'est là habitait ce jeune homme avec sa tante, une tante. Mais cette tante, c'est aussi la famille de ma mère. Voilà. Et cette tante, on disait tout le temps que c'était une sorcière. Elle était très méchante envers les autres et tout. Voilà. Moi et une cousine et moi, ben, on se rendait chez nos grands-parents. Puis, arrivé au carrefour, j'ai vu la maison. Puis, ben, comme je savais que le jeune homme était malade, j'ai dit à ma cousine, voilà, on va passer chez eux. Puis, je vais voir comment il va. Étant curieuse, étant jeune adolescente, j'avais ma petite tenue bien belle et tout. Je voulais que tout le monde voit comment j'étais belle. Imaginez que vous vivez à la capitale et que vous vous rendez à la campagne avec des tenues vraiment belles. Voilà. Et arrivé en rentrant chez eux, j'ai eu un petit peu peur, puis je suis restée figée devant la porte, le regardant par terre. Et il était couché sur une natte. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une natte. C'est c'est comme quelque chose que non, on utilise une matière, c'est comme les pailles, on tresse les pailles et tout. Voilà. Et, et en arrivant, je suis restée figée devant la porte. Et là, puis une idée m'a dit, déplace-toi, je vais me donner un nom, déplace-toi, Jeanne. Puis je me suis déplacée, j'ai dit à ma cousine, allons-y, on va chez mon grand-père maternel.
Puis on est allé, j'étais très normale, je jouais avec les enfants, mon grand-père était content, j'ai monté à cheval et tout, j'étais très, très normale, j'avais rien, strictement rien. Puis, vers les 7 heures, 7 heures, on est descendu chez la grand-mère paternelle, ma grand-mère paternelle, voilà. En arrivant, euh, excusez-moi, comme à la campagne, on dort très tôt. Puis, il y avait la chambre de ma grand-mère qui était une pratiquante dans le vaudou. C'est l'une de notre culture, le vaudou. Et elle était dans sa chambre. Et ma mère dormait dans une autre grande chambre où il y avait 3 lits. Le lit de ma mère, un lit sur lequel je dormais avec ma cousine, puis un autre lit vide. Et au milieu de la nuit, je sentais que je voulais devenir folle. Je disais à ma cousine, voilà, il y a quelqu'un ici, j'ai peur, je peux pas dormir. Je sentais que je partais, je sentais que je devenais folle. Et pendant que ma mère dormait, elle, un esprit l'a accaparé. Parce que je vais vous dire, ma mère, c'était quelqu'un qui pratiquait le vaudou. C'était une guérisseuse. Mais jusqu'à présent, elle guérit, mais ça fait plus de 10 ans qu'elle a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Donc, du coup, elle pratique plus le vaudou, mais c'était quelqu'un dont son troisième œil était ouvert. Et jusqu'à présent, c'est ouvert parce que elle guérit pas, mais elle a toujours le don. Elle a toujours ce don-là. Puis en dormant, j'ai entendu qu'elle chantait, acclamait nos ancêtres, nos lois et tout. Et elle disait dans notre langage à nous, je vais pas boire du sang, je veux pas d'eau aujourd'hui, je veux du sang. Laissez-moi passer et tout et tout. Et puis, je voulais la réveiller. Puis ma grand-mère qui connaît ces choses, elle dit, laisse-la, laisse-la, laisse-la. Et après que ma mère a fini de chanter cette chanson, elle s'est même pas réveillée. Puis après un bon moment, je me suis endormie. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, la famille des MGTV, le monde mystique, ça existe. Vous savez quoi? Jusqu'à présent, ma mère ne m'a rien dit, mais en grandissant, j'ai pu comprendre que, je vais vous dire, là où j'étais, chez le type, le fait que j'étais restée debout devant la porte, j'étais victime directe de la sorcellerie. C'est comme il voulait me passer à la place du gars. Et heureusement pour nous, notre habitation, parce que ma mère, je vais vous dire, ma mère le lendemain, elle nous a expliqué qu'elle a fait un rêve là où elle a vu une femme très mince avec une robe noire. Chez nous, quand on voit cette femme, c'est la mort. Quand on voit cette femme dans nos rêves, c'est la mort. Et elle voulait rentrer dans notre cour. Elle voulait rentrer et ma mère la chassait, la poussait, lui disait c'est pas ton espace, tu vas pas rentrer ici. Voilà comment les ancêtres de mes grands-parents, de ma mère, m'ont vraiment protégée pendant cette nuit-là. Laissez-moi vous dire, et depuis ce jour, je me suis jamais rendue chez quelqu'un qui est malade, que ce soit mystique, que ce soit une maladie normale. Je me suis jamais rendue. Et soyez prudents, mes frères et sœurs, le monde mystique, ça existe partout dans le monde, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Afrique, que ce soit en Afghanistan. Le monde mystique, ça existe parce qu'on n'est pas seul dans l'univers. Sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire.
Oui, bonsoir monsieur, bonsoir une deuxième fois. Je vais vous conter mon histoire. Tout à l'heure, c'est moi qui vous ai qui conté mon histoire à Facebook, à TikTok, désolé. Je vais vous conter l'histoire que j'ai vécue, ça fait de cela 3 ans, concernant mon propre fils biologique. Mon fils est décédé, ça fait déjà 3 ans. Le jour où mon fils décède, il commence à pleurer le ventre. Et mon fils a été sacrifié. Un membre de ma famille, non, je ne vais pas déterminer du côté du papa ou de la maman. Sinon, ça pourra me créer des problèmes. L'enfant pleure le ventre, j'emmène l'enfant à l'hôpital, on fait les examens, ne voit rien. 2 jours après le mal de l'enfant, j'envoie l'enfant à l'école. L'enfant arrive à l'école, en pleine composition, l'enfant reprend la douleur. Quand l'enfant reprend la douleur, on trouve que non, ramener l'enfant à la maison, en plein compo, ça l'enfant va échouer, puisque c'est un brave garçon, toujours premier de la classe. La maîtresse donc continue à flatter l'enfant jusqu'à l'enfant finit de composer. Avant que l'enfant ne finisse de composer, comme ça que l'enfant chauffait énormément. Elle porte l'enfant, elle donne au chauffeur du bus de venir déposer l'enfant à la boutique, dans ma boutique. Le chauffeur du bus porte l'enfant et va déposer l'enfant plutôt à la maison. Alors ce jour, la ménagère n'était pas là, elle avait été en déplacement. Il porte l'enfant, il dépose l'enfant devant la barrière. En ce moment, j'étais encore en location, je n'étais pas chez moi comme présentement. Il dépose l'enfant, l'enfant s'assoit devant la barrière, l'enfant cherche la voisine la plus proche pour dire à la voisine que s'il te plaît, appelle maman. L'enfant se rapproche de la voisine. La voisine appelle mon numéro, ça ne passe pas. Oh, mon téléphone n'avait pas un souci. Appelle le papa, la voisine dit que le numéro ne passe pas. Oh, le téléphone de mon mari n'avait pas de souci. C'est comme ça que le sentiment frappe le petit frère de mon mari, puisque mon mari c'est un étranger, c'est un Nigérien. C'est comme ça que le petit frère de mon mari, le sentiment lui frappe, il arrive, il trouve l'enfant dehors, en plein larmes. L'enfant chauffait au moins à 45 degrés. Il prend l'enfant, il entre avec l'enfant, il fait coucher l'enfant. Il lance le numéro, il m'appelle, il me dit l'enfant est rentré. Il a trouvé l'enfant devant le portail, tellement menacé. Je me précipite, je vais à la pharmacie la plus proche, désolé. Je prends le médicament, baisser la température, etc. Je retourne à la maison, je trouve l'enfant bien menacé, avec des yeux déjà blancs, le noir qui montait. Je me précipite, je porte l'enfant, je vais à l'hôpital, directement Saint-Paul de Nilon, au terminus. J'arrive là-bas, l'enfant raconte des bêtises, l'enfant pleure, comment il voit des personnes, comment il voit des poulets, comment il voit, il décrit. L'enfant décrit la personne en fait qui est en train de l'amener. Moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Je me suis dit peut-être c'est un faux pas lui. C'est comme ça que je change d'hôpital avec l'enfant. On arrive à la cantine, l'enfant entre au coma en moins de quelques secondes, l'enfant en larmes. Et quand l'enfant en larmes, on porte le corps de l'enfant, on met à la mort. 5 jours plus tard, puisqu'on on devait lever le corps de l'enfant, 2 semaines, dans 2 semaines. 5 jours plus tard, l'enfant, je suis à la maison sur mon lieu de deuil, tout le monde est couché. Moi, je suis couché au salon avec des autres membres de la famille. Personne n'écoutait le bruit de l'enfant, sauf moi qui écoutais le bruit de l'enfant. Voilà donc constamment, je constate le premier jour que quelqu'un monte les escaliers de la maison jusqu'à réussir à ouvrir la porte. Or, dans la nuit, on fermait toujours la porte, de peur que des bandits n'entrent pour agresser les gens qui dormaient au deuil. Donc, je constate, seul moi qui écoutais ce bruit, ni son père, non. L'enfant ouvre la porte, il entre dans la cuisine, la nourriture qu'on a cuisinée pour recevoir les gens quand ils viennent au deuil, l'enfant mange. Et comme ses frères aimaient la banane douce, lui, il était celui qui aimait plus la banane douce. L'enfant, donc, toujours on constate qu'on dépose la banane douce au frigo, on vient trouver qu'on a mangé peut-être 10 doigts et laissé peut-être 2 ou 1 doigt. On mangeait complètement. C'est donc comme ça je me pose des questions. Première fois, je me suis posé des questions. Deuxième fois, des questions. Troisième fois, je dis non, mais c'est un peu de trop. Et directement, l'enfant quittait de la cuisine, maintenant il prolongeait au salon au fur et à mesure. Et parfois, quand les gens dorment, j'écoute comment il y a des bruits de la télé. Je me dis peut-être c'est un membre de la famille qui s'est réveillé, peut-être en train de visionner. Oh, c'est l'enfant qui venait.
Je décide un jour de sortir de la chambre pour regarder que, mais comment cette personne peut venir rien que faire le bruit apparaît. Il était toujours à la même heure. Il avait ses heures auxquelles il arrivait toujours à la maison à partir de 2h du matin, 1h30. Donc 2h du matin, 2h30 qu'il arrivait à la maison. Le quatrième jour, le troisième jour dont je décide de sortir de la chambre, que non, je vais dire à la personne de mettre l'allumer la télé à 7h. Quand même, c'est un lieu de la maison de deuil. On n'a pas encore enterré, l'âme de l'enfant n'est pas encore opposée. C'est comme ça que je sors de la chambre directement. Je suis comment sont les Tintins qui parlent. Et quel Tintin? Son Tintin préféré qui était Choupi, lequel il adorait en ce moment. C'est le Tintin là qui passe. Je dis, mais putain, est-ce que c'est un membre de la maison qui doit faire ça? Je veux regarder, je vois l'enfant assis au canapé, en train de pleurer. Pleurer. Il pleurait à chaudes larmes, mais personne ne comprenait, rien que moi qui comprenais le bruit des pleurs de l'enfant. Quand j'ouvre la porte, j'envoie la tête, je vois l'enfant, je rentre directement dans la chambre. Un esprit me demande d'appeler son père, un esprit me demande de ne pas faire ça. Je reviens, j'ouvre encore la porte, je regarde, je vois tuer l'enfant. Et quand je veux me rapprocher, l'enfant se lève avant moi. Il se rapproche un peu proche de moi. Je lui demande, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que je veux, non, dis-moi qui t'a fait ça. L'enfant ne fait que pleurer. L'enfant ne fait que pleurer. La seule chose que l'enfant peut me dire, Mommy, please take care of my brother. Take care of my brother. The person way he took my life, want to took my brother's own. Please take care of them. Mommy, I love you. Voilà ce que l'enfant me dit. Et dites-moi quand l'enfant finit de parler, il tourne le dos devant moi, il sort, il ouvre la porte, il s'en va. La porte se referme à clé comme c'était. Directement, je reste, même pleurer m'a dépassé, parler m'a dépassé. Je suis rentrée dans la chambre. Mon mari me demande c'est quoi, je vais expliquer à mon mari, il n'y a pas possibilité d'expliquer. C'est le lendemain, j'explique à mon mari, voilà l'enfant était là, voilà ce que l'enfant m'a dit. C'est comme ça que je me suis rapprochée du pasteur, j'ai expliqué l'histoire. Le pasteur m'a dit l'enfant a été sacrifié et c'est un enfant qui est trop collé à moi, il n'accepte pas et c'est pas bon qu'il se rapproche comme ça, puisque ce n'est plus lui, c'est déjà mort, c'est déjà un mort. Ça, j'ai déjà un contact avec un mort et c'est pas bon, ça peut attirer d'autres esprits de mort. Nous sommes donc restés, on a laissé tomber. On a précipité l'enterrement de l'enfant, nous sommes allés enterrer l'enfant. Je crois 2 jours après, nous sommes allés enterrer l'enfant. Le pasteur donc me fait pas, il me dit il faut qu'on aille sur la tombe de l'enfant avec ce que j'ai vécu, sinon l'enfant va toujours me perturber. C'est un enfant, dans la vision, il voit que c'est un enfant qui me collait beaucoup. Je dis exactement. C'est comme ça que on se retrouve, on prie. Dieu merci, le Seigneur a écouté, l'âme de l'enfant s'est reposée. Jusqu'au jour, je n'ai plus jamais eu ce problème. Donc, quand j'ai écouté ce que vous avez expliqué, ça m'a directement touché parce que j'ai été victime. Vraiment de Dieu. Que l'âme de ces personnes qui sont passées se repose en paix. Que le Seigneur fait le palabre. Doit faire le palabre. Merci beaucoup. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.